Mes parents ont exigé que je détruise les préparatifs des funérailles de ma défunte fille pour organiser le mariage de mon beau-frère. Maman a crié, les morts n'ont pas besoin de fête, les vivants, oui. Papa a ajouté, votre chagrin gâche la joie de notre famille. Ma sœur a déclaré, mon mariage est plus important que votre enfant mort. Ils ont refusé d'accepter un non, alors ils sont arrivés avec 300 invités au mariage et de lourdes excavatrices pour détruire de force le jardin commémoratif sacré de mon enfant. Ils ne savaient pas que ma vengeance serait télévisée en direct. Je m'appelle Elena, et il s'agit du jour où ma famille m'a montré ses vraies couleurs et comment je me suis assuré que le monde entier les voit aussi. Tout a commencé il y a 3 ans lorsque ma fille Clara a été diagnostiquée avec une leucémie à l'âge de 7 ans. Elle était la lumière de ma vie, cette petite fille incroyable qui aimait les papillons, la peinture et faire sourire tout le monde autour d'elle, même quand elle traversait l'enfer. Mon mari, Eric, et moi avons passé chaque instant que nous pouvions à l'hôpital, à regarder notre bébé se battre contre une bataille qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à affronter. Clara est décédée un mardi matin de mars, juste 2 semaines avant son 9e anniversaire. Elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, tenant ma main dans celle d'Eric. Ses derniers mots ont été pour demander si nous pouvions organiser une fête de papillons pour elle dans le jardin qu'elle aimait tant, notre jardin où elle avait passé d'innombrables heures à chasser les monarques et à peindre des images de fleurs. Le chagrin était étouffant. Eric et moi pouvions à peine fonctionner, mais nous savions que nous devions honorer le dernier souhait de Clara. Nous avons passé le mois suivant à transformer notre jardin en le plus beau jardin commémoratif que vous ayez jamais vu. Nous avons planté ses fleurs préférées, des tournesols, des soucis et des pétunias violets. Nous avons commandé à un artiste local une magnifique sculpture de papillons comme pièce maîtresse. Nous avons construit des plates-bandes surélevées et plans en Clara avec des roses blanches. Chaque détail a été choisi avec amour, chaque plante placée avec intention. Le service commémoratif était prévu pour le 12 mai, ce qui aurait été le 9e anniversaire de Clara. Nous avions invité la famille proche et les amis, environ 50 personnes qui aimaient vraiment Clara. Mes parents, Henri et Maple, avaient été d'un grand soutien pendant la maladie de Clara, du moins je le pensais. Ma sœur, Nora, avait été distante, mais j'avais supposé que c'était parce qu'elle planifiait son propre mariage avec Félix pour plus tard dans l'année. 2 semaines avant le service commémoratif de Clara, Nora m'a appelé. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas à son ton, cette fausse douceur qui ne correspondait pas à la Nora que je connaissais. « Elena, ma chérie, je dois te parler de quelque chose d'important », a-t-elle dit. Félix et moi avons réfléchi, et nous avons décidé de vouloir avancer la date de notre mariage. Nous avons trouvé ce photographe incroyable qui n'est disponible que le 15 mai, et tu sais comme il est difficile de trouver de bons fournisseurs. J'étais confuse. D'accord, c'est génial, Nora. Je suis sûr que ce sera magnifique. Eh bien, le truc, c'est que nous espérions pouvoir utiliser ton jardin pour la cérémonie. Il est absolument magnifique avec toutes ces fleurs et décorations que tu as installées. Mon sang s'est glacé. Nora, c'est le jardin commémoratif de Clara. Son service est le 12 mai. Tu le sais. Je sais, mais écoute-moi, a-t-elle continué, sa voix devenant plus urgente. Clara est partie, Elena. Elle ne reviendra pas. Mais Félix et moi commençons notre vie ensemble, et cela pourrait être un si beau début. Pense Y, au lieu de tristes funérailles, nous pourrions avoir une célébration de l'amour et de la vie. J'étais sans voix. Je ne pouvais littéralement pas former de mots. De plus, a ajouté Nora, maman et papa pensent que c'est une excellente idée. Ils en ont marre de toute cette mort et de cette tristesse. Ils veulent quelque chose d'heureux sur lequel se concentrer. Je lui ai raccroché au nez. J'ai carrément raccroché au nez de ma propre sœur. En moins d'1 heure, ma mère était à ma porte. Elle n'a même pas attendu que je l'invite à entrer. Elle m'a simplement bousculé et a commencé à faire les 100 pas dans mon salon. « Elena, tu es complètement déraisonnable », a-t-elle dit. Nora a expliqué la situation, et je pense que tu dois sérieusement considérer ce qui est le mieux pour cette famille. Ce qui est le mieux pour cette famille, ai-je répété, ma voix tremblant. Maman, nous parlons du service commémoratif de Clara, le service commémoratif de ta petite fille. Et j'aimais Clara, tu sais que je l'aimais. Elle a dit, mais son ton était méprisant, mais elle est partie, ma chérie. Les morts n'ont pas besoin de fête, les vivants, oui. Nora et Félix commencent leur mariage, et ils ont besoin de notre soutien. Je l'ai regardé avec incrédulité. Sors, Elena, sors.
J'ai crié plus fort que je n'avais jamais crié à personne de ma vie. Elle est partie, mais pas avant de me lancer ce regard qui disait qu'elle pensait que j'étais complètement irrationnel. Le lendemain, mon père a appelé. Papa avait toujours été le parent le plus raisonnable, du moins je le pensais. Il a utilisé les mêmes arguments que maman, mais avec son approche logique habituelle. Elena, je comprends que tu sois en deuil, a-t-il dit, mais ton chagrin gâche la joie de notre famille. Nora ne se marie qu'une fois, et tu détruis son bonheur à cause d'un enfant mort. Un enfant mort. Il a appelé Clara un enfant mort. Nora a déjà envoyé de nouvelles invitations, a-t-il continué. Elle attend 200 invités le 12 mai, et elle compte utiliser ta propriété. Toute la famille est excitée à l'idée de ce mariage, et tu es la seule à faire obstacle. Je lui ai raccroché au nez aussi. Pendant la semaine suivante, ils m'ont harcelé par téléphone, par SMS et par visite surprise. La pression était incessante. Chaque matin, je me réveillais avec des messages vocaux de ma mère, chaque après-midi apportait des SMS de Nora, et chaque soir, mon père appelait avec de nouveaux arguments logiques sur la raison pour laquelle je devrais changer d'avis. Le pire, c'est la façon dont ils ont essayé de manipuler Eric. Mon mari avait été mon roc pendant la maladie et la mort de Clara, mais il avait toujours été proche de ma famille. Ils savaient qu'il était vulnérable dans son deuil, alors ils ont commencé à l'appeler directement. Eric, tu dois raisonner Elena, lui a dit ma mère lors d'un de ses appels. Elle ne pense pas clairement. Cette obsession pour le mémorial n'est pas saine. Clara ne voudrait pas que sa mère soit si consumée par la mort. Eric est venu me voir après cet appel, l'air hésitant. Elena, je t'aime, et je veux honorer Clara autant que toi, mais peut-être devrions-nous envisager s'il y a un compromis possible ici. Et si nous déplacions le service commémoratif au cimetière ou si nous l'organisions à l'église? J'avais l'impression de me noyer. Même mon propre mari commençait à se demander si j'étais raisonnable. Eric, Clara a spécifiquement demandé une fête de papillons dans notre jardin. Ce sont ses mots exacts, maman, quand je vais au paradis, pouvons-nous faire une fête de papillons dans le jardin? Comment puis-je briser cette promesse? Il m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Ma famille empoisonnait lentement tout le monde contre moi. La manipulation s'est intensifiée lorsque Nora a recruté la mère de la meilleure amie de Clara, Hazel, à leur cause. Hazel m'a appelé en pleurant, disant que Nora lui avait dit que j'étais égoïste et que la petite Millie avait le cœur brisé à l'idée de potentiellement manquer le service commémoratif. Elena, je ne comprends pas ce qui se passe, a dit Hazel en larmes. Nora dit que tu essaies de forcer tout le monde à choisir entre le mémorial de Clara et son mariage. Millie a hâte de libérer des papillons pour Clara. Ne peux-tu pas trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne pour tout le monde? J'ai alors réalisé que Nora avait menti aux gens, leur disant que c'était moi qui créais le conflit. Elle se dépeignait comme la victime, comme si je la forçais d'une manière ou d'une autre à choisir entre son mariage et le mémorial de sa nièce. Hazel, ce n'est pas du tout ce qui se passe, ai-je expliqué. Nora veut organiser sa réception de mariage dans le jardin commémoratif de Clara le même jour que le service commémoratif. Je n'ai jamais dit que quiconque devait choisir entre quoi que ce soit. Mais le mal était fait. Nora avait contacté les gens en premier, racontant l'histoire pour me faire passer pour la personne déraisonnable. Plusieurs familles d'amis de Clara ont appelé pour demander si le service commémoratif avait toujours lieu, confuses par les informations contradictoires qu'elles recevaient. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout documenter. J'ai commencé à enregistrer les appels téléphoniques, légaux dans mon état avec le consentement d'une seule partie, à faire des captures d'écran des messages textés et à prendre des notes détaillées de chaque interaction avec ma famille. Quelque chose me disait que j'allais avoir besoin de preuves de ce qui se passait réellement. Le point de rupture est survenu lorsque mes parents se sont présentés chez moi avec ma tante Margaret et mon oncle George. Ils les avaient clairement informés de leur version des événements parce que Margaret a immédiatement commencé à me faire la morale sur l'unité familiale et le fait de laisser le passé derrière soi. Elena, ma chérie, nous comprenons que tu souffres, a dit Margaret, s'installant sur mon canapé comme si elle avait l'intention de rester un moment, mais Clara est maintenant avec les anges. Elle n'a pas besoin de célébration terrestre. Nora et Félix construisent une vie ensemble, et ils ont besoin de notre soutien. Connaissiez-vous Clara, lui ai-je demandé directement. Lui avez-vous rendu visite pendant son traitement? L'avez-vous appelée pour son anniversaire? Lui avez-vous envoyé des cartes quand elle était à l'hôpital? Margaret avait l'air mal à l'aise.
La vérité est que la plupart des membres de ma famille élargie avaient à peine reconnu l'existence de Clara, sans parler de sa bataille contre le cancer. Ils avaient envoyé quelques cartes et fleurs obligatoires, mais ils n'avaient pas fait partie de sa vie. Ce n'est pas la question, a interrompu l'oncle George. Le fait est que tu déchires cette famille à cause d'un enfant mort. C'était encore là, un enfant mort, comme si Clara n'avait jamais été plus qu'un inconvénient. Sortez, ai-je dit doucement. Helena, nous essayons juste d'aider. Sortez. J'ai crié plus fort que je ne l'avais fait à ma mère. Vous tous, sortez de ma maison tout de suite. Ils sont partis, mais pas avant que mon père ne profère une dernière menace. Helena, si tu ne commences pas à être raisonnable, tu vas te retrouver très seule dans ce monde. La famille est tout ce que tu as, et tu la détruis pour rien. Pour rien. La mémoire de ma fille n'était rien pour eux. Cette nuit-là, Eric et moi avons une autre pire dispute depuis la mort de Clara. Le stress et la manipulation l'avaient atteint, et il commençait à craquer sous la pression. Peut-être qu'ils ont raison, a-t-il dit pendant le dîner. Peut-être que nous sommes trop rigides à ce sujet. Clara aimait Nora. Elle ne voudrait pas que nous nous battions avec la famille à cause de son mémorial. Clara aimait aussi les papillons, les jardins et les fêtes d'anniversaire, ai-je répondu. Elle a demandé cette chose spécifique, Eric. Elle a demandé une fête de papillons dans notre jardin. Mais elle n'est pas là pour la voir, a-t-il dit, et a immédiatement regretté ses paroles. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait qu'il avait franchi une ligne, mais le mal était fait. Même mon mari commençait à donner la priorité aux vivants plutôt qu'à la mémoire de Clara. J'ai passé cette nuit dans la chambre de Clara, entouré de ses œuvres d'art et de ses animaux en peluche, essayant de comprendre comment tout ce que j'aimais pouvait se tromper à ce point sur quelque chose d'aussi important. J'ai trouvé son journal de l'hôpital, celui que sa spécialiste du développement de l'enfant l'avait encouragé à tenir pendant le traitement. De son écriture tremblante de fillette de 8 ans, elle avait écrit « Quand je vais au paradis, je veux que maman et papa organisent une fête pour moi dans le jardin. Je veux des papillons et des fleurs et que tous mes amis viennent. Je veux qu'ils soient heureux et se souviennent des bons moments que nous avons passés. » Elle avait dessiné des images d'une fête de papillons qu'elle imaginait, des bonhommes allumettes de sa famille et de ses amis debout dans un jardin plein de fleurs avec des papillons partout. Sur chaque image, elle s'était dessinée comme un ange regardant d'en haut, souriant. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas faire de compromis. Il ne s'agissait pas de moi, de mon chagrin ou de mon entêtement. Il s'agissait de tenir une promesse à ma fille mourante. Le lendemain matin, j'ai appelé Nora et j'ai essayé une fois de plus de raisonner avec elle. Nora, j'ai trouvé le journal de Clara de l'hôpital, ai-je dit. Elle a écrit qu'elle voulait une fête de papillons dans le jardin. Elle a dessiné des images de celle-ci. Cela signifiait tout pour elle. Helena, elle avait 8 ans et elle mourait, a répondu froidement Nora. Elle ne comprenait pas ce qu'elle demandait. Tu es l'adulte ici. Tu dois prendre des décisions d'adulte. Quelle décision d'adulte prendrais-tu, ai-je demandé, si Millie mourait et te demandait quelque chose de spécifique? L'honorerais-tu ou laisserais-tu quelqu'un d'autre passer outre? Nora est restée silencieuse pendant un moment, et j'ai pensé que peut-être je lui avais fait comprendre, mais ensuite elle a dit quelque chose qui a brisé tout espoir que j'avais encore pour notre relation. C'est différent, et tu le sais. Millie est réellement mon enfant. Clara était juste. Eh bien, elle est partie maintenant, et je suis toujours là, toujours membre de cette famille, toujours en train d'essayer de construire une vie. Tu devais décider ce qui était le plus important, ta fille morte ou ta sœur vivante. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Eric au travail. J'ai besoin que tu rentres à la maison, ai-je dit. J'ai besoin que tu écoutes quelque chose. Quand il est arrivé, je lui ai fait écouter l'enregistrement de l'appel de Nora. J'ai regardé son visage changer lorsqu'il a entendu sa belle-sœur rejeter Clara comme juste partie et exiger que je choisisse entre ma fille morte et ma sœur vivante. Jésus-Christ, a-t-il murmuré. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça. C'est qui ils sont vraiment, lui ai-je dit. C'est ce qu'ils pensent vraiment de Clara. Elle n'a jamais été une personne pour eux. Elle n'était qu'une obligation, un inconvénient, quelque chose à gérer puis à oublier. Eric m'a prise dans ses bras, et je l'ai senti pleurer contre mon épaule. Je suis tellement désolé, a-t-il dit. Je suis tellement désolé d'avoir douté de toi. Tu as raison. Nous devons honorer les souhaits de Clara, quoi qu'il fasse. 2 jours plus tard,
ma mère a appelé avec ce qu'elle prétendait être leur offre finale. Elena, nous avons parlé à un avocat, a-t-elle dit. Parce que nous avons aidé à garantir ton prêt hypothécaire lorsque tu as acheté la maison, nous pouvons avoir une certaine légitimité juridique ici, mais nous ne voulons pas porter cette affaire devant les tribunaux. Alors voici ce que nous sommes prêts à faire, tu peux avoir ton petit service commémoratif le matin, puis Nora peut avoir sa réception de mariage l'après-midi. Tout le monde obtient ce qu'il veut. Maman, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les services commémoratifs, ai-je dit. Les amis et la famille de Clara viennent honorer sa mémoire. Ils ne vont pas vouloir rester pour une réception de mariage au même endroit où nous venons de dire au revoir à une fillette de 8 ans. Alors ils peuvent partir, a-t-elle dit d'un ton catégorique. Les gens qui comptent resteront pour le mariage de Nora. Les gens qui comptent apparemment, les amis, les enseignants, les médecins et les infirmières de Clara ne comptaient pas autant que les invités du mariage de Nora. Et qu'en est-il des décorations, ai-je demandé. La sculpture de papillon de Clara, les plates-bandes et plans son nom, les présentoirs commémoratifs. Nous allons nous débrouiller avec eux, a dit maman, ou les déplacer temporairement. Ce ne sont que des décorations, Elena. Ce n'est pas comme si Clara était réellement là. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne comprenait vraiment pas ce qu'il demandait. Il considérait le jardin commémoratif de Clara comme des décorations de fête qui pouvaient être déplacées pour plus de commodité. Il n'avait aucune notion d'espace sacré, d'honorer la mémoire, de respecter le deuil. Non, ai-je dit fermement. La réponse est non. Le service commémoratif de Clara aura lieu le 12 mai dans notre jardin exactement comme prévu. Si Nora veut se marier ce jour-là, elle devra trouver un autre endroit. Elena, tu fais une énorme erreur, a averti maman. Tu choisis un enfant mort plutôt que ta famille vivante. Quand tu seras vieille et seule, ne viens pas pleurer chez nous. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé la société de sécurité pour m'assurer que nos caméras fonctionnaient correctement. Quelque chose me disait que j'allais en avoir besoin. La semaine précédant le service commémoratif, des choses étranges ont commencé à se produire. J'ai remarqué des voitures qui passaient lentement devant notre maison, des gens qui prenaient des photos du jardin depuis la rue. Les amis de Nora publiaient des messages énigmatiques sur les médias sociaux concernant les drames familiaux et les personnes égoïstes. Puis le frère d'Eric, Cole, a appelé. Il travaillait comme producteur à la station de nouvelles locales, et il nous avait aidé à mettre en place la diffusion en direct du service commémoratif de Clara. Elena, j'entends des rumeurs en ville à propos d'un genre de conflit familial impliquant le mémorial de Clara, a-t-il dit. Ça va? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Je lui ai tout raconté, les exigences de Nora, les menaces de mes parents, la manipulation et la pression. Cole a écouté tranquillement, et quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. Elena, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, a-t-il dit. Clara était aussi ma nièce, et ce que tu fais pour honorer sa mémoire est magnifique. Ne laisse personne te faire sentir coupable de tenir ta promesse envers elle. Puis il a dit quelque chose qui s'avérerait prophétique. J'ai le sentiment que cette histoire est plus grande que notre famille. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a encore des parents qui se battront pour la mémoire de leurs enfants, même lorsque tout le monde autour d'eux l'a oublié. La nuit avant le service commémoratif, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux derniers jours de Clara, aux promesses que je lui avais faites, au jardin que nous avions créé ensemble dans nos esprits alors qu'elle était trop malade pour sortir. Je suis allé dans le jardin à minuit, je me suis assise à côté de sa sculpture de papillon et je lui ai parlé comme je le faisais tous les soirs. Clara, mon bébé, demain c'est ta fête de papillon, ai-je murmuré. Je sais qu'il va y avoir du drame, mais je te promets que rien ne nous empêchera de célébrer ta vie exactement comme tu le voulais. Maman va tenir sa promesse, quoi qu'il arrive. La sculpture de papillon a semblé scintiller au clair de lune, et pendant un instant, je jurerais avoir senti la présence de Clara là avec moi, me disant que tout allait bien se passer. Je n'avais aucune idée à quel point elle avait raison. Regarde, Elena, dit-elle en feuilletant des pages de robes blanches et d'arrangements floraux, mon mariage est plus important que la fête de ton enfant mort. Cela sonne dur, mais c'est la vérité. Clara ne verra pas la différence, mais mon mariage sera ruiné si je ne peux pas avoir le mariage parfait. Mais ce qui a peut-être rendu la transformation de Nora encore plus pénible, c'est de me souvenir de qui elle était avant. Avant que Clara ne tombe malade, Nora était la tante amusante qui emmenait Clara en sortie spéciale et lui achetait des fournitures artistiques. Lorsque Clara a été diagnostiquée pour la première fois, Nora avait même offert de se faire tester comme donneur potentiel de moelle osseuse.
Elle s'était assise avec moi dans les salles d'attente pendant les traitements de Clara et avait versé de véritables larmes lorsque nous avions reçu de mauvaises nouvelles des médecins. Mais à mesure que la maladie de Clara progressait et que la réalité de son pronostic devenait claire, Nora a commencé à se retirer. Elle rendait visite moins fréquemment, inventait plus d'excuses pour être occupée avec la planification du mariage et semblait de plus en plus mal à l'aise autour de l'équipement médical et des médicaments de Clara. Je l'ai mis sur le compte du stress et de la peur, tout le monde ne sait pas comment gérer la maladie terminale d'un enfant. Maintenant, j'ai réalisé qu'à un moment donné, Nora avait cessé de voir Clara comme sa nièce bien-aimée et avait commencé à la voir comme un obstacle à son propre bonheur. La transformation a été complète lorsqu'elle s'est tenue dans mon salon, rejetant la mémoire de Clara comme si c'était un inconvénient mineur. D'ailleurs, a ajouté Moa, la famille de Félix est très traditionnelle. Ils s'attendent à un certain niveau d'élégance, et ton petit aménagement de jardin est parfait. Il doit juste être réaffecté à quelque chose de plus approprié. Plus approprié, comme si honorer la mémoire de ma fille n'était pas approprié. Mais j'ai tenu bon. Je leur ai dit non, encore et encore. Le service commémoratif avait lieu le 12 mai, exactement comme prévu. Les amis de Clara de l'hôpital venaient, ses professeurs, ses médecins, ses infirmières, des gens qui l'aimaient vraiment et voulaient célébrer sa vie. Je pensais que c'était la fin. J'avais tort. Le matin du 12 mai, je me suis réveillé à l'aube pour mettre la touche finale au jardin commémoratif. Eric était déjà dehors, ajustant la sculpture de papillon et s'assurant que chaque fleur était parfaite. Nous avions engagé une petite entreprise de restauration pour fournir des rafraîchissements légers, et le pasteur qui avait baptisé Clara arrivait à 14 h pour diriger le service. À 10 h du matin, j'ai entendu des véhicules arriver dans mon allée, plusieurs véhicules. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un grand camion de déménagement suivi de camions chargés de décorations de mariage, de matériel de restauration et de ce qui ressemblait à une piste de danse portable. Il y avait aussi un petit véhicule d'excavation, pas l'énorme équipement de construction auquel j'avais initialement pensé, mais toujours clairement destiné aux travaux d'aménagement paysager. La voiture de mes parents menait ce convoi, suivi de Nora et Félix dans une berline de luxe louée décorée de rubans blancs. Derrière eux se trouvaient environ 30 voitures, des invités de mariage arrivant tôt, apparemment pour aider à l'installation. Je suis sorti en courant en pyjama, Eric juste derrière moi. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je crié à mes parents alors qu'ils sortaient de leur voiture. « Nous avons essayé de faire ça facilement », a dit ma mère, ajustant sa tenue. Elle était déjà habillée pour un mariage, mais tu as refusé d'être raisonnable, alors nous le faisons à la dure. Vous ne pouvez pas simplement détruire le service commémoratif de Clara. Regarde-nous, a dit mon père, signalant aux opérateurs de l'excavatrice. Nous avons déjà payé ces hommes pour qu'ils enlèvent toutes ces bêtises de funérailles et qu'ils installent correctement le mariage de Nora. Les invités sont là, le pasteur arrive, et cela se produira que tu le veuilles ou non. J'ai regardé avec horreur la première excavatrice commencer à se déplacer vers le jardin de Clara. Le chauffeur avait l'air mal à l'aise, mais il avait été payé pour faire un travail. « Arrêtez » ai-je crié, courant vers la machine. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma propriété. » En fait, a dit Nora, marchant derrière moi dans sa robe de mariée, elle était déjà dans sa robe de mariée à 10 h du matin, maman et papa ont aidé à garantir le prêt hypothécaire lorsque tu as acheté cette maison. Nous avons consulté un avocat au sujet de nos options si tu refuses d'être raisonnable. La situation juridique était plus compliquée que je ne l'avais initialement compris, mais Eric et moi étions toujours les seuls propriétaires selon le titre de propriété. D'ailleurs, a ajouté Félix, ajustant sa cravate, nous avons 200 invités qui arrivent dans 4 heures. Tu ne peux pas raisonnablement t'attendre à ce que nous décevions tous ces gens parce que tu es trop égoïste pour partager ton jardin pendant une journée. L'excavatrice était maintenant à quelques mètres de la sculpture de papillon de Clara. Je pouvais voir l'opérateur hésiter, regardant entre la machine et le magnifique jardin commémoratif. Plusieurs des premiers invités du mariage se tenaient là maladroitement, clairement mal à l'aise avec la situation mais incertains de ce qu'il fallait faire. C'est alors que je me suis souvenu des caméras de sécurité. 6 mois plus tôt, pendant le traitement de Clara, nous avions installé un système de sécurité complet après quelques cambriolages dans le quartier. Mais plus important encore, il y a à peine une semaine, le frère d'Eric, qui travaille dans les nouvelles télévisées locales, nous avait aidé à mettre en place un système de caméras de diffusion en direct pour diffuser le service commémoratif de Clara aux amis et à la famille qui ne pouvaient pas y assister en personne. Les caméras tournaient déjà. Elles devaient commencer à diffuser à 13 h, mais Eric les avait allumées plus tôt pour tester le système.
Tout ce qui se passait, la trahison de mes parents, la robe de mariée de Nora, le positionnement de l'excavatrice pour détruire le jardin commémoratif de Clara, les 300 invités de mariage qui se tenaient là comme si tout était parfaitement normal, tout cela était diffusé en direct sur les médias sociaux et repris par la station de nouvelles du frère d'Eric. J'ai réalisé que j'avais un choix, je pouvais continuer à crier et à pleurer pendant qu'il détruisait tout ce que Clara avait voulu, ou je pouvais laisser le monde voir exactement qui étaient ces gens. J'ai fait mon choix. Eric, ai-je appelé mon mari, assez fort pour que les caméras captent, peux-tu t'assurer que la diffusion en direct reçoit tout cela? Je veux que tout le monde voie ce que ma famille fait au service commémoratif de Clara. Tout est enregistré et diffusé en direct, a répondu Eric, comprenant immédiatement. Ton frère Cole à la chaîne 7 surveille notre flux dans le cadre de leur programme de couverture communautaire. Il est actuellement regardé par environ 800 personnes, et les chiffres augmentent. J'ai vu le visage de ma mère pâlir. Quel flux, Elena? De quoi parles-tu? Je parle du fait que tout le monde regarde ça en ce moment, ai-je dit, regardant directement dans la caméra principale. Tout le monde peut voir mes parents amener des excavatrices pour détruire le jardin commémoratif de ma fille de 8 ans afin que ma sœur puisse y organiser sa réception de mariage, au même endroit où nous avions prévu d'honorer la mémoire de Clara. Nora s'avança, ne comprenant manifestement pas la situation. Elena, tu es ridicule. Personne ne se soucie de ton petit truc internet. En fait, dit Eric en vérifiant son téléphone, nous sommes à 2000 spectateurs maintenant et Cole dit que les nouvelles locales commencent à s'y intéresser. Les gens partagent le lien de diffusion en direct sur les réseaux sociaux. C'est alors que j'ai décidé de raconter toute l'histoire à la caméra, en direct pour que tout le monde la voie. Je m'appelle Elena Palmer, dis-je en regardant directement la caméra. Il y a 3 mois, ma fille Clara, âgée de 8 ans, est décédée d'une leucémie. Son dernier souhait était d'avoir une fête papillon dans le jardin de notre cour arrière. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, elle aurait eu 8 ans. Nous avions prévu une belle cérémonie commémorative pour honorer sa mémoire. Je fis un geste vers le jardin commémoratif où les excavatrices tournaient toujours au ralenti. Ma sœur, Nora, a décidé qu'elle voulait organiser son mariage au même endroit le même jour. Quand j'ai dit non, mes parents ont décidé de passer outre ma décision en apportant de la machinerie lourde pour détruire le jardin commémoratif de Clara et le remplacer par des décorations de mariage. Ils font ça pendant que 300 invités de mariage regardent. La caméra a tout capturé, ma mère essayant frénétiquement de signaler au conducteur d'excavatrice de s'arrêter, Nora se disputant avec Félix pour savoir s'il devait continuer, les invités du mariage se tenant debout, de plus en plus mal à l'aise en réalisant qu'ils faisaient partie de quelque chose de profondément mauvais. Mais je n'en avais pas fini. Je veux que tout le monde entende exactement ce que ma famille a dit de ma fille, ai-je continué. Ma mère m'a dit, et je cite, « Les morts n'ont pas besoin de fête, les vivants oui. » Mon père a dit, « Ton chagrin ruine la joie de notre famille », et a appelé Clara un enfant mort. Ma sœur Nora m'a dit, « Mon mariage compte plus que ton enfant mort. » Le chat en direct grossissait régulièrement, les gens étaient horrifiés. Le nombre de spectateurs grimpait, 5000, 8000, 12 000 personnes regardaient la cruauté de ma famille en temps réel alors que l'histoire se répandait sur les plateformes de médias sociaux. Et maintenant, dis-je, ma voix se faisant plus forte, ils ont amené des excavatrices et 300 invités de mariage pour détruire de force le jardin commémoratif de mon enfant parce qu'ils pensent que leur célébration est plus importante que d'honorer une petite fille qui a combattu le cancer pendant 8 mois et qui est morte en demandant une fête papillon. C'est à ce moment-là que Nora a finalement compris ce qui se passait. Elle a regardé son téléphone et a vu les notifications affluer, des gens étiquetant ses comptes de médias sociaux, ses amis lui envoyant des messages, son employeur appelant. « Coupez les caméras », a-t-elle crié. « Coupez-les immédiatement. »« Je ne peux pas, dis-je calmement. Ce sont les caméras de Clara. C'est le jour de Clara, et maintenant tout le monde voit qui vous êtes vraiment. » Le conducteur de l'excavatrice avait arrêté sa machine et s'éloignait. Il ne voulait rien avoir à faire avec ce qui devenait manifestement un cauchemar de relations publiques. « Nous ne faisons pas ça, a-t-il crié. Madame, vous pouvez garder votre argent, je ne vais pas détruire le jardin commémoratif d'un enfant à la caméra. Les invités du mariage commençaient à partir. La famille de Félix, ces gens soi-disant traditionnels et élégants, étaient mortifiés. Sa mère pleurait, son père criait sur Félix pour les avoir entraînés dans cette situation. Mais Nora n'abandonnait pas. Elle criait sur moi, sur Eric, sur les opérateurs de caméra, sur tous ceux qui voulaient bien écouter. C'est le jour de mon mariage, a-t-elle hurlé. J'ai planifié ça pendant 2 ans.
Elena ruine tout par dépit. Par dépit, ai-je répété. Nora, tu essaies d'organiser ta réception de mariage à l'endroit même où ma fille a demandé à ce qu'on se souvienne d'elle. Tu es littéralement debout sur le jardin commémoratif de Clara dans ta robe de mariée, en criant que ta fête est plus importante que sa vie. Les spectateurs en direct étaient maintenant plus de 20 000 alors que l'histoire continuait à se répandre. L'histoire était reprise par les médias locaux. #Jardin de Clara commençait à faire le buzz localement sur les médias sociaux. Les gens partageaient des photos de Clara que j'avais postées pendant son traitement, les contrastant avec les images de Nora dans sa robe de mariée exigeant d'utiliser le jardin commémoratif. Mes parents ont essayé une approche différente. Ils se sont approchés de la caméra, essayant d'avoir l'air raisonnable et concerné. Nous essayons juste d'aider notre fille à avoir un beau mariage, a dit mon père. Elena est toujours en deuil et elle ne réfléchit pas clairement. Nous avons pensé que réunir les familles pour une célébration serait une guérison. Une guérison, ai-je dit. Papa, tu as appelé Clara un enfant mort. Tu as dit que mon chagrin ruinait la joie de la famille. Maman a dit que les morts n'ont pas besoin de fête. Comment est-ce que quoi que ce soit de tout cela est une guérison? Le chat en direct était brutal. Les gens publiaient les noms de mes parents, leurs informations commerciales, des photos de leurs comptes de médias sociaux. Internet les avait transformés en méchants du jour, ce qui est exactement ce qu'ils étaient. À 13h, l'heure initialement prévue pour la cérémonie commémorative de Clara, la plupart des invités du mariage étaient partis. La famille de Félix avait l'air mortifiée et confuse. Les fournisseurs étaient en train de remballer leur matériel, bien qu'ils s'attendaient toujours à être payés. Nora était assise dans sa voiture en pleurant, sa robe de mariée froissée par le chaos du matin. Mais les personnes qui comptaient ont commencé à arriver. Les amis de Clara de l'hôpital sont venus avec leurs parents. Ses professeurs ont apporté des fleurs. Ses médecins et ses infirmières sont venus pendant leur jour de congé. Le pasteur est arrivé exactement à l'heure malgré le chaos. Est-ce qu'on fait toujours le service de Clara, a-t-il demandé doucement. Oui, ai-je dit, en regardant le jardin commémoratif qui était toujours intact, toujours magnifique, toujours parfait pour honorer ma fille. Nous allons absolument faire le service de Clara. Et nous l'avons fait. Avec plus de 50 000 personnes qui regardaient en ligne alors que l'histoire continuait de se répandre tout au long de la journée, nous avons organisé la plus belle cérémonie commémorative pour Clara. Nous avons relâché des papillons, nous avons partagé des histoires sur son courage et sa joie, nous avons célébré sa vie exactement comme elle l'aurait souhaité. Nora n'a jamais eu son mariage ce jour-là. Le lieu de secours qu'ils se sont empressés de trouver était un centre communautaire qui pouvait accueillir leur liste d'invités réduite. Beaucoup de gens étaient simplement rentrés chez eux après avoir été témoins des événements du matin. Le photographe est resté, mais plusieurs fournisseurs avaient des clauses dans leur contrat concernant les incidents publics qui affectaient leur réputation commerciale. L'histoire a pris de l'ampleur au cours des semaines suivantes plutôt que de devenir virale du jour au lendemain. Ce qui avait commencé comme une nouvelle régionale s'est progressivement répandu aux médias nationaux à mesure que de plus en plus de personnes partageaient l'histoire de Clara et exprimaient leur indignation face au comportement de ma famille. Mes parents ont essayé de limiter les dégâts, en donnant des interviews aux chaînes d'information locales affirmant qu'ils avaient été mal compris, mais les images parlaient d'elles-mêmes. Il n'y avait aucune incompréhension de leurs paroles, de leurs actions ou de leurs priorités. L'histoire est devenue nationale en quelques semaines. Les images ont finalement été diffusées sur les principaux réseaux d'information, discutées par des experts juridiques, des thérapeutes familiaux et des conseillers en deuil. Le #Jardin de Clara avait engendré des dizaines de #connexes, #les enfants comptent, #honorer leur mémoire, #le plus grand amour. J'ai été contacté par des producteurs de toutes les grandes émissions de débat, Good Morning America, The Today Show, Ellen, Dr. Phil. Tout le monde voulait entendre l'histoire de Clara et discuter de ce qui était arrivé à notre famille. Au début, j'étais hésitante. Il n'avait jamais été question de gloire ou d'attention, mais j'ai ensuite réalisé que l'histoire de Clara pouvait aider d'autres familles. Ma première apparition à la télévision a eu lieu dans Good Morning America. L'animateur, Aaron Strahan, était incroyablement doux, posant des questions sur la bataille de Clara contre le cancer et son dernier souhait. Quand ils ont montré des images du jardin commémoratif contrastées avec des extraits de Nora dans sa robe de mariée exigeant d'utiliser l'espace, il n'y avait pas un seul œil sec dans le studio. Que diriez-vous à d'autres familles qui pourraient être confrontées à des pressions similaires pour passer à autre chose après leur deuil, a demandé Aaron. Je dirais que le deuil n'est pas quelque chose qu'on surmonte, ai-je répondu. C'est quelque chose qu'on porte avec soi,
et honorer la mémoire de son enfant n'est pas malsain, c'est de l'amour. Clara a demandé une chose, une simple demande, et tenir cette promesse est la façon dont je lui montre que sa vie a compté. La réponse a été accablante. Les médias sociaux de l'émission ont été inondés de messages d'autres parents qui avaient perdu des enfants, me remerciant de m'être exprimé. Beaucoup ont partagé leurs propres histoires de membres de leur famille qui ont rejeté les souvenirs de leurs enfants ou ont essayé de les faire traverser le deuil trop rapidement. Le docteur Lydia Williams, une psychologue pour enfants de renom, a contacté pour offrir son expertise. Elle a expliqué que ce que ma famille avait fait était une forme de deuil non reconnu, lorsque la société dit aux personnes en deuil que leur perte ne mérite pas de reconnaissance ou qu'elles devraient s'en remettre rapidement. Ce que la famille d'Elena a fait était extraordinairement cruel, a déclaré le docteur Williams lors d'une interview conjointe que nous avons faite. Non seulement ils ont rejeté le dernier souhait de Clara, mais ils ont tenté d'effacer sa mémoire pour leur propre commodité. Ce genre de comportement cause un traumatisme durable aux parents en deuil. Les implications juridiques étaient également importantes. Des experts en droit de la propriété ont examiné la question de la propriété, et il s'est avéré que la revendication de mes parents sur les droits de propriété était au mieux discutable. Leur nom figurait sur l'hypothèque initiale en tant que garant, mais l'acte indiquait clairement qu'Éric et moi étions les seuls propriétaires. Un avocat m'a contacté à titre gracieux pour m'aider à m'assurer que le litige foncier était résolu définitivement en notre faveur. Mais la réponse la plus forte est venue de la communauté médicale. Le docteur Anna Karalf, l'oncologue principal de Clara, a donné une interview sur l'importance d'honorer les derniers vœux des enfants. Clara était l'une des enfants les plus courageux que j'ai jamais soignés, a-t-elle dit. Elle a fait face à sa maladie avec un courage et une grâce incroyables. Son dernier souhait d'une fête papillon ne visait pas seulement à célébrer sa vie, il visait à donner à ses parents un moyen de continuer à l'aimer après son départ. Rejeter ce souhait comme étant sans importance, c'est rejeter Clara elle-même. L'hôpital pour enfants où Clara avait été soignée a contacté pour créer un jardin commémoratif en son honneur. D'autres familles confrontées à un cancer infantile ont commencé à partager leurs propres histoires sur la façon dont elles avaient honoré la mémoire de leurs enfants. Un mouvement a commencé, avec des parents à travers le pays créant des jardins de papillons et des espaces commémoratifs pour leurs enfants perdus. Éric et moi avons décidé de créer la fondation Les Ailes de Clara, dédiée à soutenir les familles confrontées au cancer infantile et à les aider à créer des mémoriaux significatifs pour leurs enfants. Les dons ont afflué, non seulement de l'argent, mais aussi du temps, du matériel et de l'expertise de personnes qui avaient été émues par l'histoire de Clara. Les entreprises locales se sont mobilisées d'une manière qui m'a étonné. La pépinière où nous avons acheté les fleurs de Clara a fait don de suffisamment de plantes pour créer des jardins commémoratifs pour 50 autres familles. Un sculpteur local a offert de créer des sculptures de papillons pour toute famille qui en voulait une. Un conseiller en deuil spécialisé dans la perte infantile a offert des services gratuits aux familles de notre région. Le premier projet de la fondation a été la création d'un jardin commémoratif pour enfants à l'hôpital où Clara avait été soignée. Nous avons travaillé avec d'autres familles pour concevoir un espace où les enfants pourraient jouer et se souvenir de leurs frères et sœurs ou amis qui avaient perdu leur bataille contre le cancer. La pièce maîtresse était une version plus grande de la sculpture de papillon de Clara, entourée de fleurs qui fleurissaient toute l'année. Mais la réponse la plus significative est peut-être venue des enfants. Des écoles à travers le pays ont commencé à organiser des cérémonies de libération de papillons pour honorer les élèves décédés. Les enfants ont envoyé des dessins et des lettres sur Clara, partageant leurs propres expériences de perte et comment son histoire les avait aidés à comprendre qu'il était acceptable d'être triste et de se souvenir des personnes qu'ils avaient perdues. Une petite fille nommée Olive, qui avait 7 ans et qui combattait le même type de leucémie que Clara, m'a envoyé une photo qu'elle avait dessinée de Clara en tant qu'ange entouré de papillons. Sa mère a inclus une note disant que l'histoire de Clara avait donné à tous de l'espoir et du courage pendant son traitement. Les demandes d'interview ont continué d'affluer, mais j'ai été sélective quant à celles que j'ai acceptées. Je voulais m'assurer que l'histoire de Clara était racontée avec respect, et non sensationnalisée pour le divertissement. L'émission du Dr Phil a contacté pour organiser une intervention familiale avec mes parents et Nora, mais j'ai refusé. Il n'était plus question de vengeance, il s'agissait d'honorer Clara et d'aider d'autres familles. L'une des interviews les plus puissantes que j'ai faites a été avec Anderson Cooper. Il avait perdu son frère à un jeune âge et comprenait la complexité du deuil familial. Au cours de notre conversation, il a posé des questions sur le pardon. Pensez-vous que vous serez un jour capable de pardonner à votre famille pour ce qu'elle a fait, a-t-il demandé. J'y pense tous les jours, ai-je répondu. Honnêtement, je ne sais pas si je peux leur pardonner ce qu'ils ont dit de Clara, de l'avoir appelé un enfant mort et d'avoir rejeté sa mémoire.
Mais j'espère qu'un jour je pourrai leur pardonner pour leur propre bien, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que porter cette colère me fait plus de mal qu'à eux. La fondation a connu une croissance constante au cours des mois suivants. Au cours de la première année, nous avons aidé à créer des jardins commémoratifs dans 8 États et fourni un soutien à plus de 100 familles confrontées au cancer infantile. Nous avons collaboré avec des hôpitaux, des écoles et des organismes communautaires pour nous assurer qu'aucune famille ne se sente seule dans son deuil. Un an après la cérémonie commémorative de Clara, nous avons organisé la première journée annuelle de libération de papillons. Des familles de tout le pays se sont réunies dans leurs jardins commémoratifs locaux pour libérer des papillons en l'honneur des enfants décédés. L'événement a été diffusé en direct dans le monde entier, avec des participants de 6 pays différents. Ce jour-là, debout dans le jardin de Clara, entouré de centaines de papillons et de dizaines de familles qui comprenaient notre perte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis la M. ORT de Clara, la paix. Non pas l'absence de deuil, mais la présence d'un amour qui était plus fort que la perte. Eric et moi avons commencé à prendre la parole lors de conférences médicales sur l'importance de soutenir les familles après une perte. Nous avons formé le personnel hospitalier sur la façon de parler aux parents en deuil et sur la façon de les aider à créer des mémoriaux significatifs. La réponse des professionnels de la santé a été incroyable. Beaucoup ont partagé leurs propres expériences de famille luttant contre des proches qui ne les soutenaient pas ou des communautés qui voulaient qu'elles passent à autre chose trop rapidement. La fondation Les Ailes de Clara a également commencé à plaider en faveur de modifications législatives pour protéger le droit des familles à faire leur deuil et à commémorer leurs enfants. Nous avons travaillé avec des législateurs sur ce qui allait devenir la loi sur la protection des mémoriaux pour enfants, un processus dont nous savions qu'il prendrait plusieurs années, mais qui était important pour les familles futures confrontées à des situations similaires. À travers tout cela, ma famille est restée ostensiblement silencieuse. Ils avaient initialement essayé de donner leur version de l'histoire à quelques médias locaux, mais leurs interviews s'étaient retournées contre eux de manière spectaculaire. Regarder ma mère à la caméra essayant d'expliquer pourquoi elle pensait que les morts n'avaient pas besoin de fêtes n'avait fait que renforcer l'opinion publique contre eux. Nora et Félix avaient déménagé en Arizona plusieurs mois après leur petit mariage, incapables de faire face à l'attention et au jugement constant dans notre ville natale. La carrière de Félix dans la finance avait été affectée, bien qu'il n'ait pas perdu son emploi, il avait été oublié pour une promotion qui l'attendait, et il soupçonnait que la publicité négative avait joué un rôle. Mes parents avaient subi des conséquences sociales importantes dans notre petite ville. Leur boutique de cadeaux du centre-ville avait perdu beaucoup d'affaires après que l'histoire se soit répandue localement, et ils ont finalement décidé de la vendre et ont déménagé dans une communauté de retraités en Floride où ils pouvaient prendre un nouveau départ. Une partie de moi était triste de voir à quel point notre famille avait été complètement détruite, mais ensuite je me souvenais du journal de Clara, de ses dessins de la fête papillon qu'elle avait imaginé, et je savais que j'avais fait le bon choix. Certaines choses sont plus importantes que l'harmonie familiale, et la promesse d'une mère à son enfant mourant en est une. L'anniversaire de la mort de Clara a été difficile, mais il a également été significatif d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Au lieu de pleurer seul, Eric et moi étions entourés d'une communauté de personnes qui comprenaient notre perte et soutenaient nos efforts pour honorer la mémoire de Clara. La fondation était devenue quelque chose de beau et de durable, une façon pour la brève vie de Clara de continuer à faire une différence dans le monde. La sculpture de papillons dans le jardin de Clara est devenue un lieu de pèlerinage pour les parents en deuil. Des gens de tout le pays ont commencé à envoyer des dons pour entretenir le jardin et soutenir d'autres familles comme la nôtre. Nora et Félix ont fini par se marier 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie avec uniquement la famille proche, bien que mes parents et moi n'ayons pas été invités. Ils ont déménagé dans un autre état peu de temps après, incapables de faire face à l'attention continue de leurs actions ce jour-là. Ma relation avec mes parents ne s'est jamais rétablie. Comment cela aurait-il pu? Ils m'avaient montré que leur priorité était complètement à l'envers, que leur désir d'une fête comptait plus que d'honorer la mémoire de leur petite fille. Ils avaient dit des choses qui ne pourraient jamais être dites, fait des choses qui ne pourraient jamais être défaites. Le plus ironique? Si Nora avait simplement demandé à ce que son mariage ait lieu à une date différente ou dans un endroit différent, je l'aurais soutenu complètement. S'ils avaient abordé cela avec amour et compréhension au lieu d'exigence et d'ultimatum, nous aurions pu trouver une solution qui honorerait à la fois la mémoire de Clara et le mariage de Nora. Mais au lieu de cela, ils ont choisi de montrer au monde exactement qui ils étaient vraiment, et le monde regardait. Clara aurait une œuvre en ce jour-là. Au lieu de la passer à pleurer seule, je l'ai passée entourée de personnes qui l'aimaient vraiment, partageant son histoire avec des centaines de milliers d'étrangers qui ont été émus par son courage et indignés par la cruauté de ma famille. D'une certaine manière,
Clara a eu la plus grande fête papillon que l'on puisse imaginer. Elle a eu une célébration qui a touché des gens partout dans le monde, qui a inspiré les autres à être plus gentils avec les familles en deuil, qui a sensibilisé au cancer infantile et qui a prouvé que sa petite vie avait compté plus que n'importe quel mariage ne le pourrait jamais. Le jardin commémoratif se dresse toujours dans notre cour arrière, plus beau que jamais. Nous l'avons agrandi au fil des ans, ajoutant de nouvelles fleurs et des éléments donnés par des personnes qui ont été touchées par l'histoire de Clara. La sculpture de papillon reste la pièce maîtresse, captant la lumière du soleil et projetant des ombres dansantes sur les fleurs. Parfois, je m'assieds là le soir et je raconte à Clara sa journée, comment le monde entier a regardé sa fête papillon, comment elle a réussi à enseigner à tant de gens l'amour, la perte et ce qui compte vraiment dans la vie. Je pense qu'elle aurait aimé savoir que son histoire a aidé d'autres familles, que sa mémoire a inspiré la gentillesse et que sa fête papillon a été vue par plus de personnes que n'importe quel mariage ne pourrait jamais atteindre. Ma famille a exigé que je démolisse le mémorial de ma fille pour faire de la place à leur célébration. Au lieu de cela, ils ont fini par offrir à Clara la plus incroyable des célébrations, une célébration dont on se souviendra longtemps après qu'un mariage aurait été oublié. Et c'est une vengeance que je n'aurais jamais pu planifier, mais que Clara méritait complètement.